Le vase éclata contre le mur, projetant des éclats de faïence et des gouttes d'eau sur le parquet ciré. Claire recula, une main protectrice sur son ventre arrondi. La dispute avait atteint un point de non-retour, un abîme de colère froide qui la glaçait plus sûrement que la nuit d'hiver derrière les fenêtres. « Tu ne comprends donc pas ? C'est fini, Claire. » La voix de Marc était tranchante, dénuée de toute chaleur, presque répétée. Comme s'il avait longuement préparé cette scène. Ses yeux, habituellement pétillants d'une joie facile, étaient durs, opaques. Pourtant, lorsqu'elle murmura, la voix brisée, « Mais, le bébé, Marc ? Notre bébé ?» Elle crut déceler une fraction de seconde de panique pure dans son regard. Une lueur aussitôt éteinte, remplacée par une détermination glaciale. Justement, siffla-t-il, le mot tombant comme une sentence. Il est temps de repartir à zéro. Sans complications inutiles. Complications. C'était donc ça, leur enfant ? Une complication ? La nausée submergea Claire, plus violente que les malaises matinaux. Avant qu'elle ne puisse articuler une réponse, la sonnette retentit. Un son clair, presque joyeux dans l'atmosphère tendue. Marc se dirigea vers la porte d'un pas assuré, comme s'il attendait cette interruption. Elle apparut sur le seuil, baignée dans la lumière crue de l'entrée. Sophie. Plus jeune, les cheveux blonds parfaitement coiffés, un manteau coûteux sur les épaules. Son regard glissa sur Claire, mais sans s'y arrêter, avec un soin presque calculé. Un sourire apparut sur ses lèvres, mince, forcé, n'atteignant pas ses yeux qui restaient froids, évaluateurs. « Bonsoir », dit-elle d'une voix faussement douce, en s'adressant uniquement à Marc. Puis, comme si elle venait seulement de remarquer Claire, un léger haussement de sourcils. Marc lui avait sûrement soufflé quoi dire, car elle ajouta, avec une pointe de mépris à peine voilée, « Certaines personnes ont du mal à comprendre quand une histoire est terminée, n'est-ce pas ?» La violence de la scène coupa le souffle de Claire. Marc ne la défendit pas. Il fit un pas de côté pour laisser entrer Sophie, son geste signifiant clairement qu'elle était désormais chez elle. « Prends tes affaires, Claire. Et pars. Maintenant. »« Mes affaires ? Marc, il est minuit passé. Où veux-tu que j'aille ? Je n'ai rien. » Sa voix mourut en voyant Marc se diriger vers son sac à main posé sur la console. Il en sortit son portefeuille, vida les quelques billets, retira ses cartes bancaires. Il prit ensuite son téléphone sur la table basse. « Tu n'as besoin de rien de tout ça, » déclara-t-il froidement. « Considère que c'est une compensation pour la gêne occasionnée. » La cruauté pure de l'acte la laissa sans voix. Il la dépouillait, la jetait dehors enceinte, sans argent, sans moyen de contacter qui que ce soit. Sophie observait la scène depuis le canapé où elle s'était déjà installée, feuilletant distraitement un magazine. Dehors. L'ordre était sans appel. Poussée par une force invisible, Claire franchit le seuil. La porte se referma derrière elle avec un claquement sec et définitif. Le froid glacial de la nuit la saisit instantanément, mordant sa peau à travers son mince pyjama. L'obscurité l'enveloppa. Seule. Complètement seule. Elle regarda la porte close, les lumières chaudes à l'intérieur. Sa maison. Sa vie. Volée. Détruite. Des larmes brûlantes coulèrent sur ses joues glacées. La seule pensée cohérente qui émergea fut celle de ses parents. Leur maison était loin, très loin. 18 kilomètres, au moins. Une distance insurmontable. Mais c'était sa seule option. Les premiers pas furent hésitants sur le trottoir verglacé. Chaque respiration était une douleur dans sa poitrine serrée. Des images fragmentées lui revinrent en mémoire. Pas les souvenirs heureux, non. Des détails passés inaperçus, des signes d'avant-coureurs qu'elle avait balayés, un relevé de cartes de crédit cachées, des appels téléphoniques chuchotés, des absences injustifiées, cette fois où il avait parlé avec froideur d'un collègue endetté. Comment ai-je pu être si aveugle ? La question tournait en boucle dans sa tête, un refrain lancinant mêlé à la peur panique qui lui nouait les entrailles. Le vent s'engouffrait dans la rue déserte, gémissant comme une âme en peine. Elle avança, grelottante, un pas après l'autre, chaque mètre gagné semblant lui coûter une énergie vitale qu'elle n'avait pas. Elle n'avait fait que quelques centaines de mètres quand une douleur aiguë, fulgurante, lui transperça le bas-ventre.
Elle suffoqua, s'arrêta net, une main plaquée contre la source de l'agonie. Non, pas ça. Pas mon bébé. La terreur pure, plus froide encore que la nuit, la submergea. La peur de perdre la seule chose qui lui restait, la seule lueur d'espoir dans ce chaos absolu. La douleur dans son ventre s'était estompée pour laisser place à une crampe sourde, une menace constante qui la forçait à avancer à un rythme d'escargot. Chaque pas sur le bitume gelé était une torture. Le vent glacial s'infiltrait sous ses vêtements fins, lui brûlant la peau, transformant ses larmes en stalactites piquantes sur ses joues. 18 kilomètres. La distance semblait une plaisanterie cruelle, un continent à traverser dans son état. Elle serra les dents, une main toujours posée sur son ventre. « Tiens bon, mon bébé », murmura-t-elle à travers ses lèvres gercées. « On va y arriver. Je te le promets. Maman est là. On va être en sécurité. » Se parler à elle-même, parler à cette petite vie en elle, devint son unique mantra, la seule chose qui l'empêchait de s'asseoir sur le trottoir et d'attendre la fin, quelle qu'elle soit. La fatigue était une chape de plomb. Ses muscles hurlaient, ses jambes tremblaient à chaque pas. L'épuisement brouillait sa vision, transformant les rares lampadaires en halos indistincts. Des images de Marc lui revenaient, mais cette fois, ce n'étaient plus les éclats de sa cruauté récente. C'était ce dîner, des mois plus tôt, où il avait ri un peu trop fort en parlant d'un ami qui venait de se marier, disant quelque chose comme « Pauvre type, il ne sait pas dans quoi il s'engage, les enfants, les responsabilités, c'est la fin de la liberté. » Elle avait souri, pensant à une boutade. Maintenant, ces mots résonnaient avec une signification sinistre. Les signes étaient là, se reprocha-t-elle amèrement. Et je n'ai rien voulu voir. Le désespoir la submergeait par vagues. L'envie d'abandonner, de se laisser glisser dans l'inconscience. Mais alors, une petite pression, un léger mouvement dans son ventre la ramenait à la réalité. Une étincelle de fureur protectrice jaillissait en elle. Non. Il ne nous détruira pas. Ni toi, ni moi. Cette pensée lui donnait une force insoupçonnée, puisée au plus profond de son instinct maternel. Elle redressa les épaules, inspira l'air glacé, et continua. Les heures s'étirèrent, interminables. Les rues désertes laissèrent place aux premières zones résidentielles endormies. Puis, enfin, alors que le ciel à l'est commençait à pâlir, passant du noir d'encre au gris anthracite, elle la reconnut. La rue de ses parents. Et au bout, la maison. Une lumière était allumée au rez-de-chaussée. L'espoir, fragile mais réel, lui donna un dernier regain d'énergie. Elle accéléra le pas, trébuchant presque, sa vision se brouillant de nouveau, cette fois avec des larmes de soulagement anticipées. Elle atteignit le portail, s'agrippa au barreau froid pour ne pas tomber. Elle réussit à ouvrir le loquet, traversa le petit jardin comme dans un rêve, et s'effondra pratiquement contre la porte d'entrée, tambourinant faiblement avec le peu de force qui lui restait. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Son père, en robe de chambre, les cheveux en bataille. Son visage passa de la surprise ensommeillée à l'horreur absolue en une seconde. Claire ? Mon Dieu, mais qu'est-ce que... Sa mère apparut derrière lui, le visage défait par l'inquiétude. Puis le regard de son père se durcit légèrement. On t'avait pourtant prévenu pour lui, Claire. Je le savais qu'il n'était pas. Robert, tais-toi. Ce n'est pas le moment, le coupa sa mère, avant de se tourner vers Claire, les mains tremblantes. Mon Dieu, ma chérie, regarde-toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que vont dire les voisins de te voir dans cet état? L'épuisement, le froid, la douleur et cette dernière remarque, même dictée par la panique maternelle, furent trop forts. Les jambes de Claire cédèrent complètement. Son père la rattrapa juste à temps, son irritation oubliée face à l'urgence évidente. Vite, rentre là au chaud. Appelle le docteur Martin, Hélène, tout de suite. Le reste fut un brouillard. La chaleur bienvenue de la maison, les mains tremblantes de sa mère lui enlevant ses vêtements glacés, son père au téléphone, la voix tendue. Puis le visage grave du médecin de famille, penché sur elle sur le canapé du salon. L'examen rapide, les questions pressantes. Le verdict tomba, chaque mot pesant comme une pierre, vous avez frôlé la catastrophe, jeune fille. L'effort extrême, le stress.
Vous faites une menace de fausse couche. Repose absolu. Allongé. Pas un mouvement superflu pendant au moins une semaine. On verra ensuite. Plus tard, installée dans son ancienne chambre d'adolescente, sous une couette chaude, le monde extérieur réduit au bruit étouffé de la maison, Claire fixa le plafond. Elle était en sécurité. Le bébé était toujours là, fragilement accroché à la vie. Une immense vague de gratitude la submergea. Elle avait survécu. Nous avions survécu. Mais juste derrière cette gratitude pointait une autre émotion, brûlante, dévastatrice, une rage impuissante contre Mark. Contre sa cruauté. Contre ce qu'il leur avait fait subir. Il ne s'en tirerait pas comme ça. Elle ne savait pas encore comment, mais elle savait, avec une certitude absolue, qu'il paierait. Les jours s'étirèrent dans le calme forcé de sa chambre d'adolescente. Le repos physique était une nécessité médicale, mais l'esprit de Claire, lui, refusait de rester inerte. La rage impuissante des premiers jours commençait à se transformer, à couver comme des braises sous la cendre. Allongée, elle fixait le plafond, mais son regard était tourné vers l'intérieur, vers une détermination nouvelle qui prenait racine. La nuit, quand la maison était silencieuse, elle sortait discrètement la vieille tablette de ses parents. Sous la faible lueur de l'écran, elle dévorait les articles sur le divorce pour faute, l'abandon du domicile conjugal, la pension alimentaire, les droits de la femme enceinte. Elle ouvrit un nouveau carnet, y notant méticuleusement les dates, les faits, les paroles cruelles de Mark, chaque détail de cette nuit maudite. Ce n'était plus seulement de la survie, c'était le début d'une contre-offensive. Ce fut au 4e jour que son téléphone que ses parents avaient remplacé vibra sur la table de nuit. Numéro inconnu. Son cœur cogna. Elle hésita, puis décrocha. La voix de Mark, mielleuse, faussement inquiète, prit son oreille. « Claire ? Comment vas-tu ? Et le bébé ? Tout va bien, j'espère ? » Je m'inquiétais tellement. Le ton était si faux qu'il lui donna la nausée. « Que veux-tu, Mark ?» coupa-t-elle, sa propre voix tendue. Il y eut un silence, puis le ton changea. Moins de sucre, plus d'impatience. « Écoute, Claire, cette situation est absurde. Pour tout le monde. J'ai réfléchi. Je suis prêt à te verser une petite somme, disons, 5 000 €, pour solde de tout compte. Tu signes les papiers du divorce à l'amiable rapidement, et on n'en parle plus. C'est généreux, tu sais. Ça t'aidera à redémarrer. 5 000 €. Pour une vie brisée, un bébé mis en danger, une expulsion en pleine nuit. La somme était une insulte. La désinvolture de Mark, une gifle. Tu plaisantes, souffla-t-elle, étranglée par la colère. 5 000 € pour tout ça ? Va au diable, Mark. Elle raccrocha, les mains tremblantes, non de peur cette fois, mais d'une fureur froide et lucide. Il la prenait vraiment pour une idiote, une chose dont on se débarrasse avec quelques billets. Le lendemain soir, alors qu'elle tentait de trouver le sommeil, un autre message illumina l'écran. Pas d'appel, juste un SMS d'un numéro masqué. 3 phrases courtes, cryptiques, il cache plus que tu ne le penses. Ce n'est pas que l'argent. Fais attention à toi. Son sang se glaça. Était-ce Sophie ? Une tentative de manipulation ? Un avertissement sincère ? Ou Mark, jouant un jeu pervers ? L'incertitude était angoissante, mais le message renforçait sa conviction naissante, la trahison de Mark allait bien au-delà d'une simple liaison. Cette conviction la poussa à agir. Le docteur Martin, lors de sa visite de contrôle, lui avait glissé, avec une discrétion professionnelle, le nom d'une avocate réputée pour les affaires familiales difficiles, Maître Éléonore Dubois. Claire prit rendez-vous. Le cabinet de Maître Dubois était sobre, élégant, intimidant. L'avocate elle-même était une femme d'une 50aine d'années, l'allure impeccable, le regard acéré derrière des lunettes fines. Elle écouta le récit de Claire sans l'interrompre, posant juste quelques questions précises qui allaient droit au but. Son visage resta impassible, mais Claire sentit une écoute intense, une intelligence vive qui analysait chaque mot. « Votre mari a commis des fautes graves, madame », déclara Maître Dubois à la fin, sa voix calme mais ferme. « Très grave. »
L'expulsion en pleine nuit alors que vous êtes enceinte et sans ressources est particulièrement abjecte et pourrait avoir des conséquences sérieuses pour lui. Mais pour construire un dossier solide, il me faut des preuves. Tout ce que vous pourrez trouver. Relevé de compte, email, factures, témoignages éventuels. Remotivée, Claire passa les jours suivants à fouiller dans les quelques cartons de documents qu'elle avait pu récupérer de son ancienne vie, stockés chez ses parents. Contrat de mariage, anciennes fiches de paie, factures diverses. Elle cherchait quelque chose, sans savoir quoi exactement. Ce fut en dépliant un paquet de vieux relevés bancaires communs, datant de près d'1 an avant la rupture, qu'elle remarqua une ligne récurrente, discrète. Un virement mensuel, toujours le même montant, vers un compte dont le numéro ne lui disait rien. Le libellé était vague, Projet S. Projet S comme Sophie? Son cœur s'emballa. Elle chercha fébrilement dans d'autres documents. Et elle trouva. Nichée dans une vieille chemise contenant des garanties d'électroménager, une impression d'email qu'elle ne se souvenait pas d'avoir vue. C'était une confirmation de signature de bail pour un appartement dans un quartier où il n'allait jamais. L'email datait de 6 mois avant son expulsion. Marc avait loué un appartement, en secret, bien avant de la jeter dehors. La préméditation était là, noir sur blanc. Ses mains tremblaient en tenant la feuille. Ce n'était pas une impulsion, pas une simple liaison qui aurait mal tourné. C'était un plan. Froid, calculé. La colère la submergea, mais cette fois, elle était mêlée à une sorte de validation terrible. Elle n'était pas folle. Ses doutes, ses intuitions, ils étaient fondés. Et maintenant, elle avait une preuve. Une arme. Les semaines suivantes furent un tourbillon de stratégies juridiques et de tensions latentes. Claire, guidée par Maître Dubois, assemblait méticuleusement les pièces de son dossier. Chaque relevé bancaire, chaque email, chaque facture était analysée, classée, préparée pour la bataille à venir. Maître Dubois était impressionné par la détermination sans faille de Claire, mais la mettait en garde, Marc et son avocat ne vont pas rester inactifs, Claire. Attendez-vous à des coups bas. La prédiction ne tarda pas à se réaliser. Un matin, Claire trouva une lettre anonyme glissée sous la porte de ses parents, pleine d'insinuations venimeuses sur sa santé mentale et sa capacité à être mère. Puis, une amie l'appela, gênée, pour lui rapporter des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, la dépeignant comme instable et profiteuse. C'était la tactique de Marc, l'isoler, la salir, la faire craquer avant même d'arriver au tribunal. La peur s'insinua en elle, froide et désagréable, mais la colère reprit vite le dessus. Elle photographia la lettre, fit des captures d'écran des rumeurs, et envoya tout à Maître Dubois, refusant de se laisser intimider. C'est dans ce climat tendu qu'elle fit plus ample connaissance avec Antoine Moreau, le jeune assistant juridique de Maître Dubois. Il était souvent là lors de ses rendez-vous, organisant les dossiers volumineux avec une efficacité tranquille. Antoine était l'antithèse de Marc, calme, posé, avec un regard bienveillant et un sourire discret mais sincère. Un jour, la voyant submergée par une pile de documents financiers complexes, il s'approcha. « Pas facile de s'y retrouver, hein, dit-il doucement. Prenez une pause, respirez. Je peux peut-être vous aider à clarifier ce jargon ? » Il prit le temps de lui expliquer certains termes, simplement, sans condescendance. Une autre fois, remarquant son anxiété palpable avant une échéance procédurale, il lui parla d'un groupe de soutien prénatal qu'une autre de ses clientes fréquentait, lui tendant une brochure. Ça pourrait peut-être vous faire du bien de parler avec d'autres futures mamans. Il n'y avait aucune arrière-pensée dans ses gestes, juste une gentillesse et un soutien professionnel qui faisaient un bien fou à Claire. Un îlot de calme dans la tempête. Pendant ce temps, Maître Dubois et son équipe ne chômaient pas. Lors d'un appel téléphonique, l'avocate lui fit part de découvertes troublantes. Concernant Sophie, notre enquêteur a découvert qu'elle est criblée de dettes. Marc lui aurait promis monts et merveilles, peut-être même payé certaines de ses factures avec l'argent détourné de votre compte commun. Elle est sans doute plus manipulée et dépendante de lui qu'il n'y paraît. Cela pourrait être un levier, ou la rendre encore plus dangereuse si elle se sent acculée. Cette nouvelle complexifia l'image de Sophie pour Claire. Pas d'excuse, mais une nuance de gris dans le tableau noir et blanc qu'elle s'était fait. Mais ce n'était pas tout. Maître Dubois continua, la voix plus grave,
Et pour Marc, ça se corse sérieusement. Les virements Projet S ne finançaient pas seulement l'appartement. Ils semblent liés à des transactions commerciales, disons, opaques. Il y a des soupçons de dissimulation de revenus, voire de fraude fiscale. Il aurait utilisé une partie de cet argent pour financer son train de vie avec Sophie bien avant votre séparation. Les enjeux dépassent maintenant largement le cadre du divorce, Claire. S'il est prouvé, cela pourrait avoir des conséquences pénales pour lui. Claire resta silencieuse un instant, digérant l'information. Une partie d'elle jubilait presque le voir ruiné, puni, exposé pour toutes ses tromperies. Mais une autre partie se sentit soudain submergée. La bataille devenait plus grosse, plus laide qu'elle ne l'avait imaginé. Plus tard dans la soirée, en discutant avec sa mère, elle laissa échapper sa frustration. « Je veux qu'il paie, maman. Je veux qu'il regrette tout ce qu'il m'a fait. Mais, parfois, cette colère, elle me fait peur. J'ai l'impression qu'elle pourrait me dévorer. Et je dois rester forte pour ce bébé. » Sa mère lui prit la main. « Ta colère est légitime, ma chérie. Mais ne la laisse pas te contrôler. Canalise-la. Utilise-la comme du carburant pour te battre pour tes droits, pour l'avenir de ton enfant. Pas pour te détruire. » Les mots de sa mère firent écho en elle. Le soir même, incapable de trouver le sommeil, Claire ressortit de vieilles aiguilles à tricoter et une pelote de laine douce, couleur crème. Elle commença à monter les mailles, maladroitement au début, puis avec plus d'assurance. Un petit bonnet pour le bébé. Un geste simple, concret. Un acte de création au milieu de la destruction. Chaque maille tricotée était une façon de reprendre le contrôle, de canaliser l'énergie bouillonnante en elle vers quelque chose de positif, de tangible. Un point après l'autre, elle préparait l'avenir, tout en affûtant ses armes pour la bataille qui s'annonçait. La salle d'audience était un huis clos où la tension semblait vibrer dans l'air conditionné. Assise droite sur le banc, aux côtés de ses parents, Claire sentait son cœur battre à tout rompre contre ses côtes. En face, Marc, costume impeccable, affichait une confiance presque insolente, chuchotant à l'oreille de son avocat avec un air de conspirateur amusé. Maître Dubois, à côté de Claire, était l'image même du calme professionnel, ses dossiers parfaitement alignés devant elle. Quand Marc fut appelé à la barre, il s'avança d'un pas assuré. Son témoignage initial fut lisse, presque charmeur. Il dépeignit leur séparation comme une triste dérive mutuelle, minimisa la violence de l'expulsion, une dispute qui a mal tourné, elle est partie d'elle-même dans un accès de colère, et se présenta comme un homme soucieux, malgré tout, du bien-être de son ex-femme et de l'enfant à naître. Puis vint le contre-interrogatoire de Maître Dubois. Elle se leva lentement, s'approcha de la barre. Sa voix était posée, mais chaque question était une flèche décochée avec précision. « Monsieur le duc, vous affirmez que madame est partie d'elle-même. Pouvez-vous nous rappeler l'heure et les conditions de son départ ? » C'était tard, après une dispute, comme je l'ai dit. Elle était très énervée. Minuit passé ? En pyjama ? Sans téléphone, sans argent, sans carte bancaire, que vous veniez de lui confisquer ? Est-ce exact ? Marc hésita. Elle était hors d'elle. Je ne voulais pas qu'elle fasse de bêtises avec les cartes. Des bêtises ? Ou vouliez-vous la priver de toute ressource, la jeter à la rue enceinte, en plein hiver ? Le ton monta légèrement dans la voix de Marc. C'est faux. Je ne l'ai pas jetée dehors. Vraiment ? Alors, pourquoi mademoiselle Sophie Dubois était-elle présente chez vous ce soir-là, avant même le départ de votre épouse ? Maître Dubois enchaîna, le pressant sur les virements Projet S, sur les dates, sur ses mensonges concernant ses finances. Marc commença à perdre son assurance. Il se contredit, s'embrouilla dans les chronologies, jeta des regards furieux vers son avocat qui semblait de plus en plus mal à l'aise. Son visage devint rouge. « C'est ma vie privée. Vous n'avez pas le droit, lança-t-il, sa voix trahissant une panique croissante sous la colère. Le masque du gendre idéal se fissurait, révélant l'arrogance et le narcissisme blessé. Après Marc, ce fut le tour de Sophie. Visiblement nerveuse, elle monta à la barre, jetant un regard fuyant vers Marc. Elle tenta de corroborer sa version, mais sa voix tremblait légèrement. Maître Dubois l'interrogea avec une fermeté tranquille. « Mademoiselle,
À quelle date monsieur le duc vous a-t-il dit être séparé de sa femme? Sophie balbutia une date vague. Et quand avez-vous appris que madame le duc était enceinte? Je ne le savais pas au début. Marc m'a dit. Elle s'interrompit, mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il vous a dit, mademoiselle? Insista doucement maître Dubois. Sophie jeta un regard suppliant à Marc, qui lui fit un signe de tête presque imperceptible. Mais la pression était trop forte. Elle craqua. Il m'avait dit qu'elle n'était pas vraiment enceinte, juste qu'elle le prétendait pour le retenir, pour lui faire du chantage. Un murmure parcourut la salle. L'aveu était dévastateur, exposant la profondeur de la manipulation de Marc, même envers sa maîtresse. Puis maître Dubois se tourna vers le juge. Madame la juge, j'aimerais maintenant verser au dossier les preuves irréfutables de la préméditation et de la dissimulation financière de monsieur le duc. D'une voix claire, elle présenta les documents un par un. D'abord, la copie du bail de l'appartement secret, signé par Marc 6 mois avant l'expulsion de Claire. Ensuite, les relevés bancaires détaillant les virements mensuels systématiques vers le compte, projet S, prouvant le détournement de fonds communs bien avant la séparation officielle. Elle montra comment ces fonds correspondaient aux dépenses de loyer et d'aménagement de cet appartement, et potentiellement au train de vie de mademoiselle Dubois. Elle conclut en mentionnant sobrement que d'autres irrégularités financières concernant les activités professionnelles de monsieur le duc faisaient l'objet d'investigations complémentaires et pourraient relever d'autres juridictions. L'avocat de Marc tenta quelques objections, mais elles furent balayées d'un revers de main par la juge, dont le visage s'était durci. Elle fusilla Marc du regard, un long regard chargé de réprobation. Marc, lui, était livide. Son assurance avait volé en éclats. Il fixait maître Dubois avec une incrédulité haineuse, ses mains crispées sur la barre des accusés. Il semblait enfin comprendre. Comprendre que son plan minutieusement orchestré s'était effondré. Comprendre qu'il était exposé, vulnérable. La perte de contrôle était totale, son monde basculait sous ses pieds. Dans le silence tendu de la salle d'audience, Claire regarda Marc. Pour la première fois depuis des mois, elle ne vit plus le monstre tout-puissant qui avait failli la détruire. Elle vit un homme piégé par ses propres mensonges, réalisant avec panique l'étendue du désastre qu'il avait lui-même créé. La bataille n'était pas encore officiellement gagnée, mais l'issue semblait désormais gravée dans le marbre. Le jugement tomba comme un coup de marteau final, mais pour Claire, ce fut le son de la libération. La faute exclusive de Marc fut reconnue sans équivoque. La compensation financière obtenue était substantielle, bien au-delà de ce que maître Dubois avait espéré, tenant compte de la préméditation et de la cruauté des actes. La garde exclusive de l'enfant à naître lui fut naturellement accordée. Plus encore, le juge transmit officiellement les éléments concernant les irrégularités financières de Marc au procureur fiscal, ouvrant la voie à des poursuites pénales distinctes. La ruine de Marc ne serait pas seulement personnelle et financière, mais potentiellement judiciaire. En entendant le verdict, Claire ne ressentit pas une explosion de joie triomphante, mais une immense vague de soulagement qui détendit des muscles qu'elle ne savait même pas contracter. C'était fini. La validation était là, officielle, indiscutable. La vraie victoire, elle le sentit au plus profond d'elle-même, n'était pas la chute de Marc, mais sa propre paix retrouvée. Le besoin de vengeance s'était dissous, remplacé par un calme profond, la sensation d'avoir traversé le feu et d'en être sortie, certes marquée, mais entière. Quelques semaines plus tard, après une bataille qu'elle mena avec une force tranquille, Claire donna naissance à une petite fille en parfaite santé. Quand elle l'atteint pour la première fois dans ses bras, petite, chaude et incroyablement réelle, un amour féroce et inconditionnel submergea tout le reste, la douleur, la peur, la colère passée. Elle la nomma Aurore. Une nouvelle aube. Son nouveau départ. 1 an plus tard, le soleil inondait le petit appartement lumineux que Claire louait désormais. Les murs étaient peints en couleur claire, décorés de dessins d'enfants et de quelques photos, Aurore bébé, ses parents rayonnants, un paysage de bord de mer apaisant. Aurore, maintenant une petite fille curieuse et rieuse d'1 an, trottinait dans le salon, poursuivant un chat en peluche. Claire, assise à sa table de travail près de la fenêtre, finalisait une commande. Sur la table, des tissus doux, des patrons, et plusieurs ensembles de jolis vêtements pour bébé,
simple mais de belle qualité la petite entreprise qu'elle avait lancée en ligne, les Trésors d'Aurore, inspirée par sa propre difficulté à trouver des articles abordables et bien faits pendant sa grossesse. Elle travaillait à son rythme, savourant son indépendance, sa sérénité. On sonna à la porte. C'était Antoine. Il venait, comme souvent le samedi matin, prendre un café et des nouvelles. Il tenait un petit jouet en bois pour Aurore, qui lui tendit les bras avec un grand sourire. Leur relation avait évolué naturellement vers une amitié profonde, solide, basée sur le respect mutuel et une affection sincère. Il avait été un soutien indéfectible, sans jamais rien demander en retour. Claire appréciait sa présence calme, leur complicité facile. L'avenir sentimental restait une page blanche, mais pour la première fois depuis longtemps, l'idée ne lui faisait plus peur. Pour l'instant, cette amitié chaleureuse était un baume précieux. Ils discutèrent de tout et de rien, du développement d'Aurore, des progrès de la petite entreprise de Claire, de ses projets de peut-être reprendre des études à distance. Quant à Marc, les nouvelles qui lui parvenaient étaient rares et fragmentaires, souvent par l'intermédiaire de Maître Dubois ou d'anciennes connaissances communes. Il avait perdu son emploi suite au scandale. L'enquête fiscale suivait son cours, promettant de lourdes sanctions. Sophie l'avait quitté peu après le jugement. Il vivait seul, isolé, ayant perdu amis et statut social. Un jour, en emmenant Aurore au parc, Claire l'avait aperçu de loin, assis sur un banc, le regard vide. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Il ne l'avait pas vu. Elle n'avait ressenti ni haine, ni pitié. Juste la constatation distante d'une vie gâchée par ses propres choix. Le regret qu'il devait ressentir, celui promis par la synopsis de son histoire vécue, était son fardeau à lui, et il ne faisait plus partie de son monde. Plus tard dans l'après-midi, le soleil déclinait doucement sur le parc. Aurore, encouragée par les appels joyeux de sa mère, faisait ses premiers pas hésitants sur l'herbe tendre. Un petit miracle quotidien. Un vent frais fit frissonner les feuilles des arbres. Claire porta instinctivement une main à son flanc, là où parfois, dans les moments de grande fatigue, une douleur fantôme lui rappelait encore la longue marche de cette nuit terrible. Une cicatrice invisible, gravée dans sa mémoire. Mais elle ne détourna pas le regard. Elle regarda sa fille trébucher, se relever avec une petite moue déterminée, et repartir en riant vers elle. Le cœur de Claire déborda d'amour et de fierté. Le passé était là, il faisait partie d'elle, mais il ne dictait plus sa vie. Son regard était tourné vers Aurore, vers la lumière dorée du soleil couchant, vers l'avenir. Elle était là, debout, forte, en paix. Libre. Et c'était la plus belle des victoires. Vous et moi, nous venons de suivre le chemin incroyable de Claire, n'est-ce pas? De cette nuit glaciale où tout semblait perdu, jusqu'à cette image finale, pleine de lumière et de paix dans ce parc. Quelle histoire! On a eu peur pour elle, on a été révolté par l'injustice, on a serré les poings pendant le procès, et on a souri, enfin, en la voyant retrouver le bonheur avec sa petite Aurore. Mais au-delà de l'émotion, qu'est-ce que cette traversée nous enseigne? Vous êtes-vous demandé, pendant sa longue marche solitaire, d'où venait cette force presque surhumaine qui la faisait mettre un pied devant l'autre? Ce n'était pas juste la peur, n'est-ce pas? C'était autre chose, l'étincelle de vie en elle, l'instinct féroce de protéger son enfant. Et c'est peut-être la première leçon, la plus fondamentale, la force véritable ne se mesure pas quand tout va bien. Elle se révèle dans l'épreuve la plus sombre, dans le moment où l'on croit ne plus rien avoir. Elle est là, cachée en nous, attendant le moment où nous en avons désespérément besoin. Claire elle-même ne se savait pas si forte avant cette nuit-là. Et vous, connaissez-vous vraiment l'étendue de votre propre force cachée? Ensuite, il y a eu la bataille. La colère, le désir de justice, et oui, peut-être un peu de désir de vengeance au début. C'est humain, n'est-ce pas? Voir Marc payer pour sa cruauté. Et il a payé. Mais avez-vous remarqué? La plus grande victoire de Claire, celle qui illumine vraiment la fin de l'histoire, ce n'est pas la ruine de Marc. C'est sa propre paix. C'est sa capacité à se reconstruire, à créer une nouvelle vie lumineuse pour elle et sa fille, indépendamment du sort de celui qui l'a blessée. Et voilà la deuxième leçon, plus subtile peut-être, la justice est nécessaire, mais la paix intérieure est le véritable triomphe. Courir après la vengeance peut nous consumer, nous maintenir liés à celui qui nous a fait du mal.
Trouver la force de se reconstruire, de choisir son propre bonheur, c'est ça, la vraie libération. C'est reprendre le contrôle de sa propre histoire. Peut-être que vous aussi, dans vos vies, vous avez connu des trahisons, des injustices, des moments où tout semblait s'effondrer. Peut-être avez-vous ressenti cette colère, ce désespoir. L'histoire de Claire nous rappelle que même après la nuit la plus longue, l'aube finit toujours par se lever. Que les cicatrices peuvent rester, mais qu'elles n'empêchent pas de retrouver la lumière, de refleurir. Alors, si vous retenez une chose de ce récit, que ce soit ceci, ne sous-estimez jamais votre capacité à surmonter l'impensable. Cherchez la justice, oui, mais visez par-dessus tout votre propre paix. Car c'est là que réside la victoire la plus éclatante, la plus durable. La force tranquille de celui ou celle qui, après avoir traversé la tempête, se tient debout, le visage tourné vers le soleil. Comme Claire. Comme vous pouvez l'être aussi.